Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Aurélie Salver et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour être en tant que facilitateur de ce Challenge Up pour parler de comment prévenir comment mettre un terme contre la violence contre les femmes dans la crise Covid-19. Nous avons des panélistes et une audience virtuelle. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à vous tous et je vous demande de participer activement et de participer vos idées, de partager vos idées à travers un dialogue interactif à travers nos différentes plateformes sur Twitter, Instagram, sur le site de l'UPM, sur Twitter et Facebook et utiliser notre hashtag Femmes pour la Méditerranée, Women for Mediterranean en anglais. Le Challenge Lab est un espace de débat ouvert pour partager des idées ou pour partager des bonnes pratiques pour soutenir les femmes pendant la pandémie de la COVID-19. Dans les différents États membres de l'UPM, différentes mesures de confinement ont été mises en place et ce qui a fait que plusieurs filles doivent rester chez elles avec leur agresseur. Les rapports de violence ont augmenté en France de 30% en Tunisie et au Chypre, la ligne d'attention aux victimes de violences de genre a augmenté de 30%. Donc le rapport le plainte à cause de la violence de genre est en augmentation. Donc, la vie des femmes se voit menacée. Les services de soutien, comme les soutiens psychologiques, ont été interrompus, alors qu'il y en a d'autres qui ont été dépassés pendant la crise de la COVID-19. Même si les services essentiels sont maintenus, il y a beaucoup de difficultés pour avoir une réponse coordonnée entre le secteur sanitaire, la police et le secteur des services sociaux. Ces limitations sont en train d'alimenter l'impunité pour les agresseurs. Dans d'autres cas, dans des cas de restriction de mouvement ou dans les cas où l'accès aux services administratifs est difficile, des pays comme l'Italie sont en train d'assister à une réduction des cas de violence de genre. C'est à cause d'une impossibilité d'avoir accès aux services administratifs à cause du confinement. La COVID-19 a éloigné les femmes des organisations et des réseaux qui lui permettent de dénoncer les abus. Il est difficile de reconnaître ou de rapporter les cas de femmes qui n'ont pas de téléphone ou Internet pour parler de leur cas, ou tout simplement, elles ne peuvent pas utiliser chez elles face à leur agresseur. Maintenant que le confinement est plus détendu dans certains pays, nous sommes face à cette deuxième vague. Comment nous pouvons soutenir les services pour aider les femmes qui sont en train de subir des violences pendant la crise de la COVID-19? Afin de refléter et de parler des initiatives importantes sur ce sujet, laissez-moi vous présenter nos deux premiers panélistes. Premièrement, je vais introduire Ossani Len, qui est technique en matière de genre à l'OMS, Division Europe, basée à Copenhague. Et nous avons aussi Meggy Lebani, qui est analyste de projet technique avec ONU Femmes sur le projet régional pour mettre un terme à la violence contre les femmes basée en Albanie. Bienvenue à tous. J'aimerais savoir si vous avez quelques commentaires, un mot d'introduction sur les chiffres, les statistiques que j'ai mentionnés dans l'introduction. Ossa, est-ce que tu aimerais rebondir sur cela? Oui, je peux commencer si vous le souhaitez. Merci de m'avoir invité et l'OMS à cette séance et à cette conférence. C'est un plaisir pour nous d'être ici parce que la violence contre les femmes, c'est un sujet sur lequel nous avons travaillé depuis longtemps et tout particulièrement dans le renfort des systèmes sanitaires pour donner une réponse plus rapide. Mais nous avons travaillé aussi dans la collection de données et nous sommes en train, avec ONU Femmes, nous sommes l'une des agences des Nations Unies qui se charge du suivi de la violence contre les femmes en tant qu'une partie des ODD. Nous savons, d'après l'expérience, que c'est un sujet qui est sous-rapporté.
nous n'avons pas les données réelles, nous avons des estimations. Nous considérons que les chiffres sont bien plus grands que ce que nous avons sur les rapports. D'ailleurs, les estimations nous disent que 1 sur 3 femmes seront exposées à la violence pendant leur vie. Ce qui est un chiffre bien trop élevé. Nous sommes en train de vivre une pandémie et nous avons... je crois que ces chiffres sont vraiment intolérables. Évidemment, nous savons tous que pendant la crise, pendant les contagions, nous avons vu des augmentations des niveaux de violence. Et je crois que cela est reflété sur les rapports que nous sommes en train d'émettre quelques-uns. Cette augmentation de niveau de violence sera due au fait que les systèmes de soutien qui normalement sont là pour protéger ces femmes ont été limités et contraints à cause des mesures de confinement. Ce serait le premier commentaire les chiffres, sont sous-reportés, mais cette situation a bien évidemment apporté plus de tension dans ce sens, ce qui est très difficile. Merci beaucoup. Meggy, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelques éléments pour introduire ce Challenge Lab? Quelle est votre approche? Merci de m'avoir invité. Voyant que mettre un terme à la violence contre les femmes est l'un de mes objectifs personnellement et professionnellement, je ne veux pas répéter ce qu'a dit ça parce que je suis complètement d'accord. Je sais qu'il y a un sous-rapportement et la pandémie a un impact sur la violence. Mais j'aimerais voir l'autre côté de cette année, indépendamment des défis. Nous avons quelque chose de positif. Nous avons assisté au pouvoir de la communauté. Nous voyons que pendant les pandémies, qui est une époque difficile, nous voyons les communautés s'est renforcées. Nous avons assisté à ce phénomène sous différentes formes. Et ça serait intéressant de discuter les challenges auxquels nous devons contrer, ce que représente la pandémie. Et je peux vous dire que c'est comme ça qu'on pourra aborder le problème, parce que nous avons vu que pendant la première vague, cela a fonctionné. Je crois que cela peut être répliqué pendant la deuxième vague. Donc voilà, j'aimerais bien parler des challenges. Merci beaucoup, Meggy. C'est une présentation parfaite à le premier type de solution que nous avons vu pendant cette crise qui, comme vous l'avez dit, sont liées à la communauté. Les communautés est l'un des outils les plus puissants du mouvement contre la violence, c'est-à-dire comment on peut culpabiliser les agresseurs, comment on peut éviter la culpabilité des victimes ou collaborer dans l'intervention, la prévention et dans la création de nouvelles lois sous l'approche genre dans la démocratie. La COVID-19 nous a montré quelques initiatives qui mobilisent des membres de la communauté pour protéger des femmes victimes de violences. Nous sommes en train de choisir différentes initiatives. Nous avons déjà choisi plusieurs initiatives et ça serait intéressant que vous commentiez quels sont les effets qu'ils ont eus sur la région méditerranéenne et dans la région MENA. En Espagne, par exemple, il y a une initiative qui s'appelle Mascarilla 19, qui veut dire masque 19, ou Mascarina 2015. Cela veut dire que vous pouvez aller dans une pharmacie, vous pouvez prononcer ce mot de passe, ce code, et immédiatement le pharmacien appellera le téléphone de la violence, le téléphone de la violence contre les femmes pour déclencher l'alarme. Il y a maintenant des espaces qui sont disponibles pour les victimes de violences de genre, comme par exemple au Royaume-Uni et en Irlande, dans les pharmacies. C'est des endroits de consultation dans les pharmacies pour que les victimes de violences pendant la COVID puissent s'y rendre. Donc, on fait ça pour que les victimes qui sont bloquées avec leur agresseur pendant le confinement puissent renseigner. Cependant, la campagne présente quelques défis, comme par exemple la formation des pharmaciens et le fait de rendre
cette information disponible et à la portée de tout le monde. Il y a quelques artistes espagnols très connus qui ont posté des vidéos pour en parler. C'est des gens qui ont plus d'1 million de followers sur Instagram. En Chine, nous avons vu le hashtag anti-violence domestique pendant la pandémie. Il y a différents rapports qui ont été faits sur les réseaux sociaux pour rappeler aux personnes qu'ils doivent agir et ne pas être passifs en cas de connaître des cas de violence de genre. Et c'est un hashtag qui a été très partagé dans les réseaux sociaux. Voici quelques exemples d'initiatives communautaires. Je ne sais pas si vous avez d'autres exemples qui permettent de mettre en œuvre le pouvoir de la communauté, mais ça serait très intéressant d'en parler. Meggy, est-ce que tu veux en parler? Oui, si vous me permettez, premièrement, je dirais que nous avons vu avec ces initiatives, il s'agit de solutions high-tech. Le problème des high-tech, c'est qu'il faut s'assurer que personne ne les laisse de côté. C'est-à-dire que même les personnes qui n'ont pas accès à la technologie peuvent avoir accès à cette campagne et l'opportunité d'informer en cas de violence. Parce qu'il y avait des gens qui pendant la pandémie, n'avaient pas accès à des services ou à des outils informatiques pour reporter. Les femmes donc, ont dû chercher des subterfuges pour le faire. Donc, il faut chercher des solutions innovatrices, même si elles ne sont pas technologiques. D'autres façons pour engager la communauté que nous avons mise en œuvre en Albanie, c'est que les organisations qui travaillent vraiment qui travaillent avec les gens, connaissent les gens très bien, surtout dans des pays petits comme le mien, et comme ils connaissent très bien la solution, ils savent qui sont les femmes qui souffrent des violences. Donc, ils peuvent utiliser cette petite outil communautaire pour encourager les femmes, pour appeler la police. Nous avons des cas où ces organisations offrent des services dans des zones rurales et éloignées pour, par exemple, appeler la police lorsqu'elles sont chez elles et faire ça à distance. Voilà, on les invite à appeler la police. Et une fois que la police est prévenue, ils se présentent chez eux. C'est une initiative qui n'est pas basée, qui n'est pas à 100% communautaire, mais qui fonctionne. C'est-à-dire pour que les femmes qui ont été victimes de violences puissent être sains et saufs. C'est quelque chose qui a été très positif et qui a facilité, qui a été fait par le biais des organisations. Et je ne peux pas vous dire à quel point les sociétés civiles a été importante, surtout dans les zones rurales, pour mettre en œuvre ce type d'initiative. Mais il faut savoir que le service de ces organisations n'est pas suffisant. Il faut les institutions qui soient derrière en soutenant. Si vous n'avez pas tout le circuit qui fonctionne, il y a un problème. Merci Meggy Ossa. Qu'est-ce que vous en pensez de ces initiatives communautaires? Je suis d'accord avec ce que dit Meggy sur le fait que quelquefois des solutions qui ne font pas la technologie peuvent être très puissantes. Et c'est des solutions qui sont inclusives et qui sont plus pratiques, soi-disant. Concernant les pharmacies et les codes à prononcer dans les pharmacies, c'est quelque chose de très innovateur, pourquoi pas le dire. Et nous ne savons pas, du point de vue sanitaire, quels sont les effets ou la portée de ces mesures. Parce que ce que nous avons vu depuis l'OMS et ce dont nous tenons compte à l'OMS, ce sont les services, ce sont les résultats qui se produisent pour répondre aux besoins des femmes. Les femmes ont aussi besoin d'être en sécurité. Cela veut dire que les pharmacies auraient besoin d'une formation spécifique sur comment on fournit des soins aux femmes du point de vue du genre. Il y a quelque chose que Meggy a évoqué. Il faut être connecté à un système
qui se charge de protéger et de soigner. Dans certains pays, cette tâche s'avère plutôt compliquée. Nous avons des exemples où les femmes ont besoin de faire appel à 5 ou 6 différentes autorités pour avoir le soutien dont elles ont besoin dans une situation vulnérable. Je crois que le défi est de connecter les différentes parties du système une fois que vous avez l'initiative. C'est quelque chose que nous pouvons construire sous l'expérience, en tenant compte des expériences. Je crois que c'est la seule façon d'atteindre quelques résultats positifs pour les femmes et d'avoir des services de soutien pour les femmes qui sont très nécessaires. Je crois tout de même, sur ce que dit Meggy, c'est sur l'initiative menée à terme par les ONG. Vous avez des situations dans lesquelles, pendant la pandémie, dans lesquelles les ONG ont fait un pas en avant, mais malgré cela, il y avait des écarts avec la réponse des gouvernements. Donc, je crois que c'est quelque chose de crucial et de très important. C'est une leçon très importante qu'on doit apprendre. Ah ça, merci beaucoup à toutes les deux. Nous avons évoqué des initiatives low-tech qui ne demandent pas de technologie, mais c'est important de voir ce qui a été fait sur le plan technologique. Nous avons comment différents pays ont utilisé la technologie pour protéger les femmes. Donc, nous avons vu, par exemple, comme l'a déjà évoqué Meggy, en Albanie et en Australie, des personnes qui demandent qui demandent, par exemple, des ordres d'éloignement. Avant, on devait visiter un tribunal. Maintenant, cela peut se faire en ligne, ce qui a beaucoup accéléré le processus. Nous avons des apps comme YouPol en Italie, qui permet aux victimes de contacter les autorités sans avoir à faire un appel téléphonique. Donc, si pendant le confinement, vous pouviez utiliser ce genre d'application, YouPol, c'est WOUPOL, qui a été créé par la police. Nous pouvons voir comme en Espagne, il y a aussi une WhatsApp Line pour celles qui ne peuvent pas faire un appel. Il y a un soutien psychologique immédiat pour les femmes qui sont victimes de violences psychologiques ou physiques. Il y a aussi Alert Cop au Royaume-Uni. En France, il y a un numéro qui est le 114 qui vous permet, sans vous sortir de chez vous, de donner l'alarme. En France, il y a AppL, aussi une autre initiative, et une autre initiative qui s'appelle Note Toutes. Et ils font beaucoup de formations en ligne, formations gratuites. Et il y en a une formation qui se fait, qui a commencé le 21 octobre, pour connaître tout ce que vous avez à savoir sur la violence. Et cela a été enregistré pour que vous puissiez la voir. Lorsque nous avons publié les différents challenges, beaucoup de personnes ont présenté quelques propositions. Nous avons Tala Khalaïs en Jordanie qui a parlé de Rapewine, qui peut être une application qui permettrait de créer un réseau de personnes autour de la personne. Nous avons Moufida Bassida Aftour en Tunisie qui parle de refuge temporaire. Donc, nous avons beaucoup d'initiatives. Ossa, qu'en penses-tu de ces solutions technologiques? Et après, je reprendrai les questions de l'audience. Merci. Merci. Je crois que nous avons vu la force des médias sociaux, des réseaux sociaux à travers le mouvement MeToo. Donc, je crois c'est très prometteur de voir comment on peut connecter pour trouver des réponses à ces problèmes par le biais des solutions technologiques et des solutions numériques. D'ailleurs, l'OMS, dans les derniers mois, a fait un mapping de ces mesures que les gouvernements et les ONG ont mis en place afin d'améliorer les services fournis
et nous serons bientôt en mesure de faire un rapport dans ce sens. Vous aurez plus d'informations sur ce travail lors de la session plénière, lorsque notre directeur Nino Bernoni va présenter ce travail. Ce mapping inclut aussi les solutions digitales et comme vous l'avez mentionné, il y a une panoplie de mesures on a été impressionnant de voir de ce qui a été fait en très peu de temps et dans une période d'adaptation très courte. Nous avons vu une amélioration des systèmes d'alarme qui vous connectent à des systèmes de soutien, mais nous avons vu différentes façons de faire d'une gestion à distance qui est une question plus compliquée. Par exemple, un soutien psychologique ou émotionnel aux femmes à travers des systèmes, des solutions technologiques. Je crois que cela fait partie du futur et c'est un élément dans lequel on doit continuer à explorer pour l'intégrer dans les systèmes sanitaires des différents pays. Je crois que nous aurons toujours besoin des solutions tête-à-tête dans ce domaine parce que c'est des situations de vulnérabilité, mais je crois que c'est une très bonne amélioration dans ce sens. Merci Ossa. Meggy, est-ce que tu veux réagir à ces solutions technologiques que c'est impossible de ne pas réagir? La technologie a des points positifs et des points négatifs. Je crois que ça l'a déjà dit. Je ne veux pas répéter à quel point c'est important parce que nous travaillons à distance. Nous sommes de plus en plus dépendants des solutions technologiques. Donc, évidemment, il faut les explorer. Et comment explorer la technologie pour avoir pour faire un travail meilleur? Parce qu'on s'est focalisé sur la technologie, nous avons l'innovation, et nous avons des solutions de technologie, mais on oublie des fois d'autres aspects. Par exemple, lorsqu'on parle de la violence contre les femmes, c'est le plus important. Il faut tenir compte, il faut faire de sorte que les femmes aient accès à la technologie. Et nous avons besoin de solutions technologiques, non seulement pour avoir la technologie, mais il faut la rendre disponible pour que les femmes puissent y accéder. Donc, dans les zones éloignées ou dans les zones rurales, il faut réfléchir à des différents mécanismes. Je l'ai déjà dit, mais il est important de ne laisser personne de côté. C'est bien d'avoir des solutions technologiques, mais si on les a, des fois, on peut laisser de côté d'autres femmes. Et il y a toujours besoin de ce contact humain et je crois qu'il faut se concentrer sur ce volet-là. Oui, absolument. Merci beaucoup, Meggy. Je vais maintenant regarder les questions de l'audience. Donc, nous avons 7 minutes pour différentes questions. La première, pour vous, Ossa, comment on peut mettre en œuvre le soutien psychologique pour les femmes dans cette époque de crise, dans la réponse que nous fournissons? Oui, c'est quelque chose sur laquelle l'OMS produit donc des directrices pour voir un petit peu comment répondre à cela. Depuis plusieurs années, je dirais au moins depuis les 10 dernières années, nous avons produit beaucoup de documents et de matériel à ce sujet. Nous sommes donc investis par rapport aux différents mécanismes du système sanitaire et nous essayons donc de faire en sorte que tout cela soit inclus par le biais de lignes directrices, procédures, etc. Mais d'abord, il s'agit d'avoir des services sanitaires de qualité. Et je dois dire donc que parfois,
Le professionnel sanitaire, c'est le seul fonctionnaire public que la femme rencontre. Toute la question de la santé mentale et les conséquences pour les femmes de la violence euh, euh, donc, contre leur santé mentale doit être une priorité. Ça doit être une priorité et ça l'est. Et en fait, c'est comme cela que nous travaillons et c'est ce que nous recommandons. Comment le faisons-nous? Bien, grâce au système du service sanitaire d'attention primaire. Merci, merci beaucoup, Ossa. Vraiment, vous avez raison. Maggie, il y a aussi d'autres questions. Il y a une question de Afratour par rapport à la collaboration des services de la société civile. Je crois que dans la plénière suivante, dans 4 minutes, nous allons aborder ce sujet. Mais une autre question est, que faisons-nous par rapport à toutes ces femmes qui n'ont pas accès aux technologies? Comment peuvent-elles avoir accès aux soins? Vous savez, il y a cet écart numérique qui est une réalité. Que pouvons donc nous faire par rapport à ces femmes qui ont des solutions de bas niveau technologique? Je pense que dans ce cas, il faut revenir au pouvoir des communautés. Pendant le confinement, le premier confinement, nous avons euh, essayé de donner ce soutien par le biais d'organisations sociales ou communautaires. Le problème était principalement pour les femmes qui se trouvaient très éloignées. Nous avons donc soutenu ces organisations pour qu'elles puissent recruter un psychologue ou un travailleur social et comme cela a augmenté l'accès à ces femmes qui avaient ce problème de grande distance à parcourir. Évidemment, nous nous sommes aussi basés sur les services publics. Comme vous le savez, les femmes souvent savent que dans les municipalités, il y a certains services. Et lorsque les femmes allaient, par exemple, visiter ces municipalités pour une aide économique, parfois le psychologue les approchait et leur disait, vous savez, je suis là pour vous aider. Parfois, les femmes de zones plus éloignées ont un manque de confiance dans ce type de service. Mais une fois elles voient que la relation peut être privée, confidentielle et basée sur la confiance, les peurs s'évanouissent, disparaissent. Je me souviens par exemple d'une femme qui venait d'une très petite communauté et qui a pu commencer ce type de relation avec un psychologue du service public. Nous avons vu que cela marche. Parfois, ça prend un petit peu de temps. Cela prend du temps de développer la relation de confiance parce qu'il y a aussi certains préjugés par rapport au fait de devoir recourir à un psychologue. Certains ont ce préjugé qu'on peut être fou si on a besoin d'un psychologue, mais petit à petit, la relation de confiance se construit. Il s'agit de travailler avec les communautés locales et avec les leaders locaux. C'est le bouche à oreille. Avec les leaders locaux, nous travaillons beaucoup. Nous les formons et nous les aidons donc à développer ce travail avec les femmes. Et je dois dire que nous avons vu un nombre croissant de femmes qui se sont mises en contact les unes avec les autres et aussi avec ces leaders locaux. Je pense que les services doivent être fournis là où ils sont indispensables, même dans les communautés les plus petites. Et en ce moment, c'est comme cela que nous avons vu que les résultats sont le plus retentissants en abordant la situation comme cela. Merci, merci beaucoup, Maggie. J'aimerais vous remercier toutes les deux, Maggie et Ossa, pour vraiment toutes ces informations si intéressantes. J'espère que vous allez rester avec nous pour la plénière, pendant la plénière suivante. Nous avons plusieurs intervenants. Nous allons parler de la prévention de la violence de genre en temps de crise et j'invite donc nos participantes à rester avec nous. Merci beaucoup, Ossa. Merci beaucoup, Meggy. Merci aussi, Madame Libani, comme je disais, Meggy Libani, pour
toutes ces informations et toutes ces opinions. Nous allons maintenant donc passer à notre deuxième plénière dans quelques minutes. À bientôt.